L'opération Barkhane est l'action militaire la plus importante pour l'armée française depuis 2014. Déployée sur une zone grande comme l'Europe, longue de 3200 km et large de 1100 km. La France est engagée auprès du G5 Sahel, cette organisation qui rassemble les pays qui se sont unis pour faire face au terrorisme. Le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Dans la guerre au Sahel, la zone dite des trois frontières est depuis plusieurs années la région de tous les dangers. Sur les 5100 soldats français de l'opération Barkhane, 300 sont des femmes. Loin des clichés, elles font partie de l'une des armées les plus féminisées au monde, avec 15% des effectifs. Pendant un mois, avec une équipe légère, nous avons suivi le quotidien de 6 femmes extraordinaires dans leur mission à haut risque sur l'un des terrains de guerre les plus dangereux au monde. Aux côtés de 6 femmes soldats, nous allons découvrir leur métier et les accompagner dans la lutte contre les groupements terroristes. Pour chacune d'entre elles, c'est la toute première mission à l'étranger. Le sergent Pauline est une jeune pompier de l'air. Chalumeau leader de Chalumeau 2. Sur la base aérienne de Niamey, la capitale du Niger, elle est responsable d'un véhicule et de son équipage composé de 4 pompiers. Vous avez trouvé le foyer ? À 24 ans, elle doit chaque jour diriger ses hommes et s'affirmer comme une véritable chef d'équipe. C'est un métier totalement différent. Pour nous, l'OPEX, ça commence à chauffer un peu. À 29 ans, Julia embarque pour sa première opération extérieure en tant que copilote sur le mythique ravitailleur C-135. Le ravitaillement de 2 avions de chasse en plein vol sera sa mission du jour. Les femmes pilotes, on reste une minorité effectivement, qui a énormément d'étapes, énormément d'épreuves. Marion, infirmière et jeune maman, est militaire depuis 8 ans au sein du service de santé des armées. La médecine de guerre est devenue sa spécialité. Mais sur le terrain, saura-t-elle aussi sortir ses collègues d'un mauvais pas ? Ça fait changer les mentalités et ça fait comprendre à tous qu'on est autant capable qu'eux à être combattantes en fait. Formée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, Anne-Marie s'est spécialisée dans la maintenance des hélicoptères Tigre et Gazelle. Sur la base de Gao au Mali, elle commande une équipe d'une trentaine de techniciens de haut vol. On est vraiment mis en situation difficile. Une réparation complexe va lui donner du fil à retordre. Il n'y a pas beaucoup de filles. C'est forcément très très intéressant que de voir toutes les prouesses qu'on est capable de réaliser. Attention les gars, il y a des gars en face là. Sur les routes ou dans les airs, découvrez le quotidien éprouvant et surprenant de l'opération Barkhane. Demande chaud force encore. Sur la base opérationnelle de Gao au Mali, une importante opération se prépare. La situation de la mission est particulière. Nous avons reçu pour mission de ravitailler Ménaka. Point particulier pour ce convoi, il est particulièrement long. Nous serons 118 véhicules. Il est 4 heures du matin. Le capitaine Vincent Georges rappelle les ordres à ses troupes avant le départ d'un convoi dont la mission est de venir en soutien aux soldats sur le terrain. Vous avez suivi, la situation politique au Mali, elle est instable. Sur notre zone, et vous le savez, c'est la zone du RVIM, le Rassemblement pour la victoire de l'islam et des musulmans, qui est actuellement en situation de force. Une colonne de 120 véhicules, dont 60 camions civils, va prendre la route. Un défi à la fois technique et humain. Environ 1000 km, 500 allées, 500 retours, doivent être parcourus pour réaliser le trajet entre Gao et Ménaka. 500 km à faire le plus vite possible pour éviter les attaques ennemies et qui vont nécessiter une attention de tous les instants. Ça sera particulièrement dangereux pour nous. Ils peuvent très rapidement se regrouper.
Eux, ils ont pick-up, moto. Il est aussi en mesure de nous poser une petite mine s'il y a une faiblesse dans le dispositif. Une route extrêmement dangereuse qui traverse des zones où patrouillent les groupes terroristes. À tout moment, les véhicules peuvent rouler sur une mine et exploser. L'escorte et les démineurs partent en amont du convoi pour sécuriser la route. Mais l'opération n'implique pas uniquement des véhicules terrestres. Elle s'appuie aussi sur l'aviation. « 5h47. L'équipage du ravitailleur C-135 arrive sur la piste. C'est un avion mythique. Véritable doyen, il totalise plus de 36 000 heures de vol. Il a survolé tous les théâtres d'opérations extérieures, du Kosovo à l'Afghanistan, en passant par la Libye, la Syrie et le Tchad. Et pour terminer, le Niger et le Mali, dans le cadre de l'opération Barkhane. Et tu me dis quand t'es prêt pour les tests? Julia, 29 ans, la copilote, lance le protocole d'allumage des 4 réacteurs. Il passe sur nord, lui, 2 secondes. Dans le cockpit qui date de 1964, rien ou presque n'a changé. Sous l'aile de 17 mètres, le pilote procède à une vérification visuelle des trains d'atterrissage. Et pour les vitesses, donc 530, la Vérotte 158, la VCO 160. Chaque ligne de commande de l'appareil est vérifiée dans un jargon technique qui n'a plus aucun secret pour Julia. 15 de la normale et vol 220. L'équipage est composé du commandant de bord, de la copilote, du navigateur et de l'opérateur de ravitaillement. Engine. Et les 4 moteurs sont alignés. Ok. Reçu. Décollage. Puissance. Aux manettes de cette véritable citerne du ciel, Julia a pour mission de ravitailler les avions de chasse. 4e top. Très bien. C'est donc 70 tonnes de carburant, l'équivalent de 1400 réservoirs de voitures, qui s'envolent tout en douceur. Convoyer autant de kérosène comporte des risques et demande une attention de chaque instant. En cas de problème, l'avion pourrait se transformer en bombe volante. Piloter, c'est vraiment un plaisir et c'est aussi une fierté déjà de s'inscrire dans la lignée des gens qui ont piloté cet avion. Moi, je trouve ça gratifiant de se dire que on a appris sur cet avion qui est mythique. Et voilà, un avion qui se pilote vraiment. Et toute cette rusticité, finalement, elle aura vraiment été très enrichissante. C'est pas un environnement qui est stérile. Au fur et à mesure où on prend de l'expérience sur cet avion, on commence aussi à ressentir comment l'avion vit, quoi. Ses odeurs, ses bruits, à ressentir quand il y a un bruit qui n'est pas forcément normal, quand il y a une odeur un peu particulière, et du coup on développe ce sens-là qui est possible qu'on ne retrouve pas plus tard sur des avions de génération plus moderne. « 10 000 mètres plus bas, le convoi continue sa route vers Ménaka. Les avions de chasse sont déployés en appui du convoi. Ils se préparent à intervenir sur les zones particulièrement dangereuses que va traverser la colonne de véhicules. Ils sont là pour sécuriser le convoi, intimider les forces ennemies ou attaquer. Mais pour tout cela, ils ont besoin d'être ravitaillés en carburant, et c'est là que le C-135 que pilote Julia entre en scène. Dans mon rôle, il faut que je reste concentré quand même s'il ne passe pas grand-chose. Et à tout moment, il pourrait se passer quelque chose où il faudrait être très réactif. Si les chasseurs venaient nous rappeler parce qu'ils sont confrontés à une situation qui chauffe un peu en bas, il doit être apte à prendre les bonnes décisions, du coup, s'il venait à se passer quelque chose. Un point de rendez-vous dans le ciel vient d'être fixé entre le C-135 et les deux chasseurs. Le C-135 entame des cercles autour de la zone d'action des mirages, afin de ne jamais trop s'éloigner d'eux. Julia est à un niveau de concentration maximum. La mission de ravitaillement va débuter. Celle-ci s'effectue en plein vol, car les avions de chasse ne peuvent ni prendre le risque, ni perdre le temps de se poser. C'est une opération de très haute précision. Julia et ses collègues n'ont pas le droit à l'erreur. La météo et les radars sont scrutés par le navigateur. Le boomer, comme on le surnomme, guide les pilotes dans leur manœuvre d'approche du tanker. Il attend de voir les 2 Mirage 2000D sur ses écrans. On a prédéfini des zones dans lesquelles on va se rejoindre. Notre avion se comporte un peu comme une balise, donc il y a une aiguille qui va leur indiquer notre position et notre distance. Ça y est, les 2 avions de chasse sont en vue.
Les deux pilotes doivent passer de 1800 km/h à seulement 500 km/h pour que le ravitaillement puisse s'effectuer. Ils vont devoir maintenir cette vitesse durant plusieurs minutes. Le moment du ravitaillement est extrêmement dangereux. Un mauvais raccrochage de la perche pourrait créer un accident majeur et mettre en péril le C-135 et l'avion de chasse. Chaque pilote doit manœuvrer avec une extrême finesse pour connecter son avion à un panier de ravitaillement large d'à peine 50 cm. À 600 km/h, la marge de manœuvre, elle est de 6 km/h. C'est-à-dire que moi, en tant que pilote, je ne peux pas avoir plus de 6 km/h pour rentrer dans le panier en contact avec l'autre avion. Si j'ai plus que ça, je risque de tout casser. Et c'est d'ailleurs un des trucs les plus dangereux qu'on va faire de la mission. Ça, c'est une partie énorme à risque du vol et hyper technique. Le boomer guide les mirages sur les derniers mètres. Un exercice très périlleux. Rapprochement, 2 mètres, 1 mètre, à l'entrée, contact. Et c'est parti pour 2 tonnes 7 complet, stable. Les conditions météorologiques ne sont pas toujours aussi tranquilles qu'aujourd'hui. Stabiliser son avion de chasse est une manœuvre très complexe en cas de vent violent. Durant le ravitaillement, il va être la personne qui sera aux commandes, qui aura vraiment la main sur la manette des gaz, prêt à initier une séparation d'urgence à tout moment, et qui est en gros le responsable de l'avion et des chasseurs autour. Le C-135 peut ravitailler 3 à 4 aéronefs par mission en moyenne, en incluant son propre déplacement. On livre du carburant aux chasseurs, soit sur le réservoir avant du fuselage, soit sur le réservoir arrière. Et donc naturellement, ça va faire varier le centre de gravité de l'avion. En quelques minutes, près de 10 tonnes de kérosène ont été délivrées aux aéronefs. De quoi poursuivre leur mission de surveillance du convoi. Opération accomplie pour Julia. Ce premier ravitaillement de la journée est une réussite. Il y en aura 3 autres. Pendant ce temps, au sol, les troupes sont alertées par les services de renseignement. Des mouvements suspects ont été repérés. Ils pourraient mettre en péril la sécurité du convoi, il faut agir vite. Le convoi bénéficie tout au long de la mission d'un appui aérien effectué par des patrouilles de Mirage 2000 ainsi que d'hélicoptères de combat et de drones armés. Au sein de la colonne, dans un des véhicules blindés, le sergent Hugues. C'est un JTAC, un officier de liaison. Il assure le lien entre le ciel et la terre. Son rôle est de s'occuper de la coordination des moyens aériens pour venir en aide au convoi. Il est les yeux et les oreilles du pilote. Mirage 13, Gallo Contrôle, changement de mission en vol. Vous êtes tasqué sur une nouvelle position pour appui aérien sur JTAC 15. Mirage 13, message reçu. Au sol, le convoi poursuit sa route sous haute tension. Des véhicules suspects ont été repérés. Ils s'approchent dangereusement du convoi. L'armée décide de faire intervenir 2 Mirage 2000D pour les protéger. Mirage 13, Gallo Contrôle, changement de mission en vol. Vous êtes retasqué sur une nouvelle position pour appui aérien sur JTAC 15. Mirage 13, message reçu. Mirage 13 de JTAC 15, confirme visuel de ma position. JTAC 15 de Mirage 13, donc tu confirmes une colonne de véhicules blindés direction plein nord. Mirage 13, bon visuel. Reçu, tu vois le mouvement de terrain nord-est de ma position, 1500 mètres. Visuel. Ok, au sommet, côté route, 2 personnes, rappel visuel. Mirage 13, donc bon visuel sur 2 personnels. Pour dissuader l'ennemi de tenter une action contre le convoi, un show of force est demandé par le JTAC. Il s'agit d'un avertissement, une manœuvre d'intimidation qui consiste pour les Mirages à survoler les véhicules suspects à très basse altitude. JTAC 15 demande show of force sur les 2 personnels pour lever de doute. Show of force en cours. Bon effet, les 2 personnels prennent la fuite direction est. Mission accomplie.
le convoi peut continuer sa route sans s'arrêter. Si cette intimidation ne suffit pas à faire fuir l'ennemi, l'ordre de neutraliser la cible peut être donné. Il sera effectué par les chasseurs. Sur l'opération Barkhane, les avions de chasse effectuent une trentaine de vols en moyenne par semaine. Là-haut, dans le C-135, Julia fait le point sur le ravitaillement des avions de chasse qui vient d'être effectué. 60 tonnes de carburant ont été distribuées. Il reste de quoi rentrer à la base. C'est ma première opération. C'est un aboutissement pour moi l'OPEX parce qu'on voit qu'en fait on est une partie de la chaîne, que sans nous concrètement, ça marcherait pas forcément. C'est 100% professionnel finalement une OPEX. Je veux dire, c'est pas la distinction entre la vie perso et la vie professionnelle disparaît. C'est 7 sur 7. Il n'y a pas de break. D'un coup, il y a un coup de téléphone qui peut tomber, les vols peuvent s'enchaîner, on peut revoler l'après-midi, le lendemain matin, donc on ne peut pas se dire que voilà, les 2 prochains jours vont être tranquilles. On est toujours dans l'optique qu'il va y avoir une activité. En 2019, les ravitailleurs ont effectué 1900 heures de vol. Ce sont plus de 58 000 tonnes de carburant qui ont été délivrées. Ils sont 70 le cap. Ouais. Ultime étape de la mission, atterrir. Et c'est Julia qui est à la manœuvre. À la base de Niamey, l'alerte est lancée. Le C-135 de Julia est à l'approche. Les pompiers doivent venir sécuriser son atterrissage. Pauline, 24 ans, pompier de l'air, est dans les starting blocks. Chalumeau leader de Chalumeau 2, on prend départ pour le parking Syrah. Sur la base de Niamey, une trentaine de pompiers de l'armée de l'air veillent 24 heures sur 24. Notre ennemi, c'est vraiment le feu. Et s'il venait à se passer quoi que ce soit pendant notre atterrissage, les pompiers sont toujours là pour veiller sur nous. Et s'il y a le moindre incident, ils sont prêts à venir nous suivre et à venir nous porter assistance. Foxy de Chalumeau 2, actuellement au parking GTO. Reçu Chalumeau 2. Je suis ici en tant que pompier de l'air. C'est ma première OPEX ici et j'avais hâte de partir. Je savais que j'allais voir d'autres choses et connaître d'autres environnements, d'autres personnes, discuter avec d'autres nations. Donc c'est génial. Pour nous d'être ici, c'est le top. À l'approche de la piste, pour Julia, la copilote, la concentration est intense. Et c'est avec sang-froid qu'elle pose les 39 mètres d'envergure du C-135 sur le tarmac. Tout semble bien se passer. Mais Pauline, la pompier de l'air, a aperçu une légère fumée au niveau du train d'atterrissage droit. Aucun feu visible, mais un contrôle de sécurité doit être effectué. Contrôle alerte pour un 635 retour mission, 5 personnes à bord. Julia coupe les moteurs. Chalumeau leader de Chalumeau 3, on vient vers vous. Bien pris pour Chalumeau 3. Pauline et son équipe doivent faire vite. Les freins peuvent être amenés à surchauffer et à prendre feu. Et donc typiquement, ça c'est un exemple où les pompiers sont amenés à intervenir pour éviter que l'avion prenne feu et que ça se passe pas très bien pour nous. Je vais me faire un relevé de température, d'accord, au niveau du train. T'es à combien? Je suis à 68, 71, 81. Ok, on va attendre 5 minutes, le temps qu'il... Il vient de se poser, donc c'est pas des températures excessives. Donc là, on met quand même un moyen en eau en protection, au cas où. Chacun des véhicules contient jusqu'à 9500 litres d'eau pour être prêt à éteindre tout départ de feu au décollage comme à l'atterrissage. Au même moment, les 2 Mirages qui ont été ravitaillés par l'avion de Julia sont de retour de leur dernière mission. Les pompiers reviennent sur le bord de la piste déposer les mécaniciens armement chargés de procéder aux vérifications des appareils. Dès l'atterrissage, ils doivent contrôler au plus près des Mirage 2000 si les bombes embarquées sont toujours bien accrochées aux ailes des 2 chasseurs. Aucune opération sur les pistes ne peut être effectuée sans que des pompiers de l'air ne soient présents. Les chasseurs peuvent rentrer au garage pour plusieurs heures de contrôle technique avant leur prochaine mission. La nuit tombe vite sur la base de Niamey.
Il est 20h quand une alerte au feu retentit. L'équipe de Pauline est envoyée en urgence. On va partir pour un feu de tente au niveau du camp de la zone vie. PC-feu de CCRM. Prenons départ pour feu de tente en zone vie. Un feu s'est déclaré dans une des tentes du camp. Des soldats sont peut-être en danger. Ok, donc normalement c'est la deuxième tente à gauche. Ok ? C'est vous le témoin ? Oui. Ok, qu'est-ce qui s'est passé ? On a constaté des fumées qui sortent de la deuxième tente, de l'autre côté là-bas. Et il n'y a personne, tout le monde a évacué. Ok. Ils vont te donner une LDV 500 sur 3 tuyaux. Vas-y. C'est bon, Pam ? Il envoie l'eau. Les lances à incendie sont testées après leur mise en eau. Un binôme équipé de masques avec respirateur part explorer la tente. Cause de CCRM pour contact. Attendez pour cause. Extinction en cours dans la tente incriminée. Caméra thermique en cours sur les tentes adjacentes. Pauline utilise une caméra thermique pour vérifier la présence de sources de chaleur aux alentours. Vous avez trouvé le foyer ? Feu maîtrisé ? Cause de CCRM. Feu maîtrisé. Feu maîtrisé. Cette fois-ci, il s'agit d'un exercice. Mais les situations de ce type peuvent arriver à tout moment. Pour les pompiers, il s'agit d'être sur la brèche en permanence. Être chef d'équipe, c'est aussi être capable de rendre compte de l'état de la situation. Ça s'est plutôt bien passé, on est parti sur un feu de tente en exercice, l'équipage a bien déroulé, on est arrivé rapidement, pas de victimes, c'était royal. Fin de journée bien méritée. Retour à la base après 12 heures de service. Pauline a dirigé son équipe de main de maître. La relève va partir sécuriser les vols de nuit. Car sur l'opération Barkhane, l'action ne s'arrête jamais. Et pour que chaque mission soit une réussite, les soldats doivent pouvoir compter sur ceux qui entretiennent et réparent les machines, les mécaniciens. Il est 6 heures du matin sur la base de Gao. Sous les bâchemans, ces hangars camouflés, l'équipe de l'atelier de réparation des hélicoptères commence la journée par un brief. Bien, point technique. Niveau Tigre, on continue sur la machine, on applique les directives de réparation de l'industriel. Donc je vous les afficherai en salle pause. Vous allez faire une mission logistique, vous partez en Chinook demain à 16h30 pour amener des vivres du matos au GCM. La lieutenant Anne-Marie commande une équipe d'une trentaine de techniciens de haut vol. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques? Ok, c'est tout pour moi. Le soleil se lève sur la base. Une longue journée débute. Réparation de grande précision et intervention d'urgence constituent les missions d'Anne-Marie. Aujourd'hui encore, il faudra être sur tous les fronts. Ce matin, un hélicoptère de combat Tigre quitte l'atelier après une journée de réparation. Pour l'équipe, il s'agit de manœuvrer avec la plus grande précaution ce mastodonte de 3 tonnes. La mécanicienne Laetitia prend en main ses commandes mécaniques. Rien ne doit toucher les 13 mètres de diamètre du rotor. Le pouce levé par les techniciens donne le signal visuel que tout est en ordre au niveau de la direction. Opération accomplie. Il faut maintenant acheminer l'hélicoptère vers une nouvelle zone. Le Tigre est un hélicoptère impressionnant. Son design le rend invisible à l'approche de sa cible. Son fuselage en matériaux composites le rend très léger et d'une maniabilité extrême. Capable de pointe en piqué à 350 km/h et de marche arrière à 70 km/h, il est redoutable. Anne-Marie supervise au quotidien les demandes de réparation. Une vingtaine d'hélicoptères sont en service sur l'opération Barkhane.
Alors tous les matins, je vérifie qu'il n'y a pas de nouvelles informations qui soient tombées ou qu'on n'ait pas eu une machine qui aurait été dite cassée. Et ensuite, je fais le tour des ateliers, faire le point d'à peu près où ils en sont, s'ils rencontrent des difficultés, s'il y a eu un souci de pièce ou s'ils ont trouvé d'autres pannes, parce que parfois, il y a des pannes plus ou moins cachées. C'est l'hôpital des hélicos. Ils sont tous un peu sur un brancard et on vient, on les répare et ils sortent en pleine santé. Je suis un peu la directrice d'hôpital, on va dire. Donc là, ils mettent le dispositif pour pouvoir soulever le moteur en toute sécurité. En quelques jours, c'est fait. C'est impressionnant en termes de manipulation parce qu'on dépose le moteur, c'est quand même pas une opération anodine. Mais ça bloque pas la machine pour certaines semaines, on va dire. Après plusieurs jours de réparation méticuleuse, le turboréacteur du Tigre va reprendre sa place, au millimètre près. C'est une opération où chacun doit faire preuve d'une concentration intense. Ici, pas de place à l'erreur. Chacun contrôle ses gestes. Chaque étape est validée et contrôlée par un supérieur. Anne-Marie veille non seulement à la maîtrise technique, mais aussi à une certaine alchimie humaine indispensable à la réussite de leur mission. On travaille 7 jours sur 7, on est disponible 24 heures sur 24. On est rythmé par les opérations et par les pannes que les aéronefs peuvent avoir. Donc moi, mon rôle, c'est de gérer la fatigue de chacun. Si une personne n'est pas sur l'aéronef, on va privilégier le repos et ensuite on la récupère en meilleur état, on va dire. Le rôle humain est très important parce qu'une personne sur machine qui est fatiguée ne sera pas aussi précise et méticuleuse comme on souhaite qu'elle le soit. Il y a vraiment cet état d'esprit de confiance et d'aucun mensonge en fait. Chacun avoue sa faute et en fait on ne stigmatise pas la personne qui a fait cette faute. Au contraire, on va lui demander de pourquoi il a fait cette faute, de façon à ce que chacun apprenne de ses erreurs et apprenne des erreurs des autres. Il y a différents enjeux. Déjà, le premier enjeu, c'est bien évidemment les pilotes. Forcément, il y a une machine qui part en vol, elle ne peut pas se garer sur le côté et résoudre la panne. Donc il y a déjà un enjeu beaucoup plus important. Et ensuite, en tant qu'officier mécanicien, on engage notre responsabilité pénale aussi, puisqu'on est le dernier maillon. Donc bien évidemment, il y a de gros enjeux en fait. Autre hélicoptère stratégique pour l'opération Barkhane, la Gazelle. Conçue dans les années 1960, elle a œuvré sur de nombreux conflits. Tchad, guerre du Golfe ou encore Afghanistan. De nombreuses opérations de maintenance sont nécessaires sur les Gazelles. Et comme toujours, chaque hélicoptère doit passer par une phase de vérification complète avant de reprendre du service. Donc là, en fait, vous avez les pistards. Donc ce sont les mécaniciens qui sont en piste et qui font la mise en œuvre des hélicos. Eux, ils vont effectuer ce qu'on appelle une visite consécutive au vol. Et ils vont vérifier qu'il n'y ait aucun problème sur la machine. Cette Gazelle effectue son dernier contrôle moteur sous le regard attentif d'Anne-Marie. Pas de décollage dans l'immédiat. Une longue liste de vérifications techniques et visuelles doivent être effectuées par le pilote et les techniciens. En opération, pas de répit pour les soldats. L'ordre de mission vient de tomber du centre opérationnel de Barkhane. Un hélicoptère Gazelle en mission s'est posé sur la base de Ménaka. Il a besoin de toute urgence d'une réparation. Anne-Marie et son équipe doivent intervenir au plus vite, car il est impératif que l'hélicoptère puisse rapidement retourner au combat. La jeune femme part sur le champ avec 3 membres de son équipe. Des réparateurs pas vraiment comme les autres. Armement et gilets pare-balles viennent s'ajouter au matériel technique. L'embarquement se fera sur un hélicoptère transporteur danois appelé le Merlin. Il est capable de transporter jusqu'à 30 fantassins ou 5 tonnes de fret. On ne sait jamais vraiment pour combien de temps on part, c'est pour ça qu'on a tous notre sac avec nous pour durer quelques jours, on va dire. Ça peut prendre entre 2 à 3 heures, maximum une demi-journée apparemment. Sauf que c'est toujours pareil, si on tombe sur une tempête, ben on ne pourra pas redécoller, donc on sera bloqué. Au sein du groupement tactique des airs aérocombat, nous avons la présence d'Anglais avec les Chinook et de Danois avec les Merlins.
Et bien évidemment, notre hélico à nous, le NH90, qui est appelé plus communément le Caïman. C'est là l'intérêt de l'étroite coopération entre les 3 nations, c'est justement de mettre en commun l'ensemble des vecteurs aériens en notre possession. Et donc là, oui, en l'occurrence, on n'avait pas de NH disponible, donc on a privilégié un Merlin. Ça aurait pu être un Chinook aussi, à l'inverse. Donc c'est plus que pratique pour nous et ça nous permet d'avoir un réel gain en termes opérationnels, en fait, tout simplement. Équipés de leur armement et protection, ces réparateurs de l'extrême embarquent à bord du Merlin danois. Le vol de Gao à Ménaka ne durera qu'1 heure, alors qu'au sol, un convoi met 2 jours environ pour ce même trajet. L'hélicoptère est parti sans escorte et doit assurer sa propre sécurité. C'est le rôle du gunner. Ce tireur embarqué a pour mission de renseigner, mais surtout de réaliser des tirs de précision en cas de menace. Car le risque est bien réel. Malgré sa vitesse de 300 km/h, l'hélicoptère est une cible de choix. À bord, la tension est palpable. Car tous ont à l'esprit un triste souvenir. Un hélicoptère de l'opération Barkhane abattu par les djihadistes le 14 juin 2019 à la frontière entre le Mali et le Niger. En quelques fractions de secondes, l'hélicoptère se rapproche du sol, aux abords du camp de Ménaka. Le gunner vérifie qu'aucun objet ne viendrait rendre dangereux l'atterrissage. L'équipe d'Anne-Marie doit sortir rapidement son matériel de réparation. Direction un camion pour rejoindre la Gazelle à réparer. Silencieuse et concentrée, l'équipe subit une chaleur écrasante sous la bâche brûlante. Chaque minute va compter. Hors de question que cet hélicoptère reste immobilisé trop longtemps. Sous un soleil de plomb et une température de 37 degrés, chacun sait ce qu'il doit faire et s'exécute avec calme. En fait, ils ont vraiment la volonté de chercher le plus rapidement possible. Ils sont obsédés par la panne. Donc ils cherchent absolument, ils veulent trouver et le plus vite possible. Et c'est vraiment cette détermination qui fait très plaisir à voir. La panne est due au désalignement d'un rivet au niveau de l'arbre de transmission. La solution semble simple, il faut changer le rivet. Cette marque rouge vous montre, c'est un témoin qui signale visuellement que ce rivet a tourné. Et là, en l'occurrence, il faut le changer, en fait, tout simplement. Mais pour dévisser un seul écrou, il va falloir démonter l'arbre de transmission dans sa totalité. Et c'est physique, quand même, comme métier. Ils ont l'habitude de rester debout longtemps, de se tordre un peu dans tous les sens en fonction de ce qu'il y a à faire sur la machine. Donc, ils sont très adaptables. Les minutes s'étirent et la chaleur augmente encore de quelques degrés. On ne peut pas aller à l'encontre de cette chaleur, on ne peut pas la maîtriser. Et si on doit travailler la journée sous cette chaleur, on travaillera la journée dessous parce que c'est la mission qui prime. Donc s'il faut travailler la nuit, on travaillera la nuit. S'il faut travailler en plein soleil, on travaillera en plein soleil. On fait avec l'environnement, en fait. Une fois l'arbre démonté, l'écrou donne du fil à retordre à l'équipe. On n'a pas de tréteau ou de plan de travail pour l'atelier, voilà, en plan B, on prend des bouteilles et ça pallie. Après plusieurs tentatives de desserrage manuel, l'équipe opte pour percer dans la pièce pour la libérer. C'est un challenge, en fait, c'est un beau défi, on va dire. Et puis c'est toujours pareil, après, on prévoit, mais on ne peut jamais prévoir l'imprévisible, donc parfois, on n'a pas, donc on fait avec et ensuite on régularise en rentrant. Il faut maintenant remonter l'arbre. Anne-Marie n'hésite pas à donner un coup de main. Attention, j'ai été prêt. Là, on était. Ah ouais. Si vous rappelez, ouais, j'ai pu quand vous avez tapé. Hein? Vous avez fait quoi? Sinon, j'ai appuyé sur un. Putain. Il me faudrait une pince. Poussez.
Après 2 heures de démontage et remontage sous un soleil écrasant, la Gazelle est prête pour passer les contrôles techniques. On peint sur la nouvelle pièce le repère d'alignement. Il faut savoir que les mécaniciens qui sont sur machine ont pleinement conscience que s'ils réalisent mal leurs opérations, ça peut avoir des conséquences extrêmement graves. Et c'est ça qui prend le plus de temps en fait, c'est vérifier que tout est bon. Le pilote embarque le contrôleur pour un vol stationnaire de contrôle. Si les accidents techniques d'hélicoptères sont rares, c'est aussi le résultat d'une rigueur extrême et constante. Pour garder trace de toutes les actions de son équipe, Anne-Marie et son chef mécanicien notent tout sur le carnet technique de l'aéronef. Celui-ci va pouvoir repartir en mission immédiatement. L'opération de réparation aura duré 3 heures au total. Le stationnaire s'est bien passé. Le rivet n'a pas bougé, la mission est finie. Mais petit imprévu, l'hélicoptère Merlin a été missionné ailleurs. Après 2 heures d'attente, c'est un caïman français qui vient finalement les chercher. L'atterrissage est plus proche et plus rapide que prévu. L'équipe se protège derrière le camion. Le sourire d'Anne-Marie en dit long. La fin de la mission est proche. C'est reparti. Direction Gao en vol tactique. L'effort est derrière eux, le stress et la chaleur de la journée vont s'évanouir comme par enchantement. La beauté des paysages maliens fait oublier un instant le risque pourtant bien réel sous leurs pieds. C'est vraiment une vraie bouffée d'air et on est très heureux de pouvoir vivre cette expérience. C'est vraiment le point culminant de notre mission. Quand on part en mission de dépannage, on a tous envie de partir. Donc on a tous envie de voir le paysage aussi. Et c'est vrai que c'est une réelle chance de pouvoir en profiter comme ça. Beaucoup d'excellents souvenirs, je pense. Grâce à leur patience et leur ténacité, Julia et son équipe ont su relever le défi. Sans les pilotes et les techniciens de l'aviation légère de l'armée de terre, aucune opération ne serait possible au sol. Reconnaissance, renseignement logistique, soutien des troupes lors des accrochages avec les terroristes. Ils sont sur tous les fronts. Un peu fatiguée, mais franchement hyper heureuse. Là, je me dis que j'aime vraiment ce que je fais. C'est ça qui est le plus important. On sait qu'on est vraiment heureux de faire ce qu'on fait et puis oui, ça clôture super bien une journée. Sur le terrain, l'aide des mécaniciens est capitale. Car en plus de la menace ennemie, les soldats de l'opération Barkhane et leurs véhicules doivent faire face à un autre obstacle, les conditions météo. Au petit matin, retour dans le désert avec le convoi qui a continué à avancer vers son objectif. Il n'est plus qu'à 150 km de Ménaka. Les camions civils sont sous bonne garde. Mais le risque de crevaison n'est jamais loin. Lorsqu'un pneu explose, le convoi ne peut s'arrêter. Il faut réparer au plus vite, toujours sous la protection de l'escorte. Durant la saison des pluies dans le désert, les oueds, les mares et les sols boueux sont autant de contraintes naturelles pour les véhicules. Le VHM, véhicule haute mobilité, est un blindé de 14 tonnes qui possède 4 chenilles motrices. Il passe presque partout et ignore les crevaisons. Il est amphibie et capable de traverser les oueds profonds jusqu'à 1,40 m avec de l'eau à mi-portière et le compartiment moteur complètement immergé. Les conditions climatiques du Mali mènent la vie dure aux soldats comme au matériel. Sur le terrain, les soldats mettent leur vie en danger. Les personnels de santé militaire sont là à chaque instant pour leur porter secours. Pour que cet incroyable déploiement de force soit possible, la santé des hommes et des femmes de l'opération Barkhane doit être une priorité. C'est pourquoi un métier a de tout temps été indispensable aux opérations militaires, celui d'infirmière. Infirmerie du camp de Ménaka. L'adjudant Marion, 30 ans, est infirmière au sein du groupement tactique désert Bercheny. Sa journée commence à peine
Mais déjà un patient a besoin de ces soins. Sur les camps de l'opération Barkhane, la présence d'infirmières et de médecins militaires est impérative. En plus d'être infirmière, Marion est un soldat à part entière, formée, équipée et armée. À tout moment, elle peut être envoyée en mission sur le terrain pour venir en aide aux victimes en cas de besoin. Avec la chaleur et le sable du désert, le nettoyage des blessures est capital pour éviter les infections. Il y a quelques jours, l'aide-soignant-chef Jacques a eu un accident en mission. La porte d'un véhicule blindé s'est refermée sur sa main. Marion doit changer son pansement. J'ai bien comprimé pour bloquer le saignement et j'ai couru. Ah, ça saignait énormément. Ah, ça commençait à bien saigner. Ouais. 19 points de suture ont été nécessaires. Heureusement, les nerfs sont restés intacts et la main est fonctionnelle. On est secouriste au combat de niveau 3, donc on est au même niveau que les médecins. Et en revanche, on a des formations en plus qui nous permettent de faire des actes dépassés par rapport à ce qu'on peut faire en métropole. Sur les théâtres d'opération, la médecine de guerre se fait dans des conditions extrêmes. Le matériel doit être totalement adapté. Marion nous ouvre le Vabsan. C'est un véhicule blindé sanitaire, une sorte d'ambulance dédiée aux opérations militaires. Voilà, donc ça c'est l'intérieur d'un Vabsan. À l'arrière, donc on a le brancard avec seulement 2 places assises. Moi, en fait, on va me placer où il y aurait possiblement des blessés. Donc, c'est vraiment à l'avant. Donc, c'est eux qui sont le plus exposés au risque. Donc, le plus souvent débarqués, le plus souvent en tape, le plus souvent à l'arrêt. Voilà. Donc, nous, infirmiers, on est placés sur ces éléments-là pour être au plus proche de l'action. Les personnels de santé militaire comme Marion, les SAN, dans le jargon militaire, alternent durant 4 mois entre des missions sur le terrain et des temps de garde à la base. Ce matin, Marion a rejoint le groupement tactique noir pour une mission de flankardage. C'est-à-dire qu'ils partent sécuriser l'avant et les abords du convoi. Sera-t-elle aussi à l'aise qu'avec sa trousse de secours? Il passe à proximité d'un village pour vérifier qu'aucun véhicule de groupement terroriste ne se tient prêt à prendre d'assaut le convoi qui arrive quelques kilomètres plus loin. Ces opérations se font hors piste, afin d'éviter tout risque de rouler sur d'éventuels engins explosifs artisanaux. Avant de rejoindre le convoi, l'unité ratisse toute une zone prédéfinie. Les renseignements par satellite et drones ont indiqué une suractivité de télécommunications dans la région. L'ennemi n'est pas loin. L'ordre est donné par les généraux de poursuivre la vérification à pied. L'objectif est clair. Traquer et désarmer les groupements terroristes, leur faire perdre du terrain à tout prix. Dans certaines zones, la végétation est le meilleur des camouflages pour l'ennemi, qui sait parfaitement se fondre dans le paysage. Marion, l'infirmière, patrouille en première ligne aux côtés de son unité. Elle est soldat avant tout, et si besoin, elle portera secours aux blessés en sa qualité d'infirmière. On fait partie intégrante du groupe dans lequel on évolue. Donc pour le coup, ça leur fait un personnel en moins et quelque part, on se doit de combler un peu ce vide. Ici, le risque est très élevé. La chaleur, les heures de marche et la concentration de chaque instant sollicitent intensément le corps et l'esprit. On m'a appris à être combattante en fait, donc voilà, débarquer, se poster, ça on se doit de continuer à le faire, même en étant SAN, on n'est pas juste conditionné à être dans notre spécialité. Ces missions peuvent durer plusieurs jours, de nuit comme de jour. Quand on est à l'avant du détachement, ça permet en fait à la personne d'avoir plus de chances d'être sauvée au final si vraiment sa vie est mise en jeu. Au cours de la fouille du village, des armes et des moyens de télécommunication ont été saisis. Des échanges de feu ont eu lieu. 5 terroristes ont été tués. Côté français, on déplore un blessé par balle. De toute urgence, une évacuation sanitaire par hélicoptère est mise en place. Nous, une fois qu'on a stabilisé nos patients et qu'ils sont transportables, on les amène jusqu'ici et on les bascule dans l'hélico. Donc c'est l'hélico qui va permettre les évacuations médicales qui va les transporter jusqu'à Gao. Un hélicoptère Caïman avec à son bord un médecin urgentiste récupère le blessé de guerre.
Blessé à la jambe, le jeune soldat sera soigné à l'antenne chirurgicale de Gao. Sa vie n'est pas en danger. Dans le cadre de l'opération Barkhane, qui a débuté en 2014, 35 militaires ont été déclarés morts pour la France. Sur le terrain, l'opération doit continuer à tout prix. Il faut poursuivre la sécurisation du convoi. Et le risque ne vient pas toujours du côté de l'ennemi. La nature aussi piège parfois les soldats et prend le dessus sur leurs véhicules. À cette période de l'année où la saison des pluies se termine, le sable, qui peut paraître sec en surface, est parfois encore gorgé d'eau. Le risque majeur, c'est l'embourbement. Un premier véhicule se plante littéralement dans le sol. C'est 15 tonnes d'acier profondément enfoncées dans la boue. Il faut au plus vite mettre en place une stratégie et trouver des bras en renfort. Les véhicules se sont embourbés parce que la zone est trop humide. On doit faire des manifs pour pouvoir les sortir. En parallèle, il est impératif de veiller à ses arrières et de sécuriser la zone. Le JTAC, qui fait le lien entre le convoi et l'aviation, informe les Mirage 2000 de la situation. Mirage 13, nouvelle position pour appui aérien sur JTAC 15. Transmission de coordonnées en cours. Mirage 13, message reçu. Par précaution, une présence légère des avions de chasse est actée. La surveillance est totale. Aucun groupe armé ennemi n'est en vue. D'autres soldats viennent prêter main forte à l'équipe de Marion, avec des pelles et une plaque spéciale pour tenter de sortir le véhicule au plus vite. Une tronçonneuse est utilisée pour couper des morceaux de bois qui sont ensuite glissés sous les pneus, afin de créer de l'adhérence. Marion fait tomber son gilet pare-balles et ses trousses de secours, le temps d'aider ses collègues. Quelques habitants apparaissent au loin. Ils sont ici chez eux, c'est la terre qu'ils cultivent. Mais il arrive que les djihadistes se déguisent en paysans et se fondent ainsi dans la population. Le risque est donc souvent invisible. Parce qu'on se rend compte que si on pense H24 au risque, on ne travaillera jamais bien, on ne sera jamais concentré dans notre métier. Donc voilà, c'était ma première mission, donc une OPEX. J'anticipais énormément et j'appréhendais énormément le fait de devoir sortir pour la première fois à l'extérieur. Finalement, on s'y fait. Mais le sort s'acharne. En tractant le véhicule embourbé, le camion s'est lui aussi enfoncé dans la boue. Ça, c'est l'extrait féminin. C'est le seul qui est... On le décaisse au max, on le décaisse proprement, pour qu'elle ne soit plus du tout prise. Température 45 degrés au soleil. Pour une unité épuisée par 15 jours de mission sur le terrain, planter ses véhicules à seulement 10 km de l'arrivée rend l'effort encore plus dur. L'équipe déploie un ultime effort collectif pour débloquer le camion. Mais rien n'y fait, il faut encore creuser. À quelques dizaines de mètres, les équipes de protection restent sur le qui-vive pour veiller à la sécurité du groupe. Marion et ses frères d'armes ne lâchent rien. Même après 1 heure d'efforts et de tentatives infructueuses, le groupe parvient à garder sa combativité. Le camion est enfin sorti d'affaire. Il est rejoint par un deuxième. Ensemble, ils vont tracter le véhicule blindé. On va sur non, on sort en marche arrière toujours. On l'a DU. Faut qu'ils se mettent un peu en biais. Ils se mettent un peu en biais. Ouais, t'inquiète. Victoire. L'équipe est enfin sortie de ce mauvais pas. Ils vont pouvoir reprendre la route vers la base de Ménaka. Dernier coup de pouce dans le bon sens et c'est reparti. Retour à la maison.
Marion rembarque pour les derniers kilomètres de la journée, fière d'avoir pu se rendre utile en tant que militaire sur le terrain. Cette vie de soldat n'est pas de tourpeau. Comment le vit-on en tant que femme et jeune maman? Le plus compliqué pour moi, c'est l'éloignement avec la famille. Je suis maman d'un enfant en bas âge qui ne communique quasiment pas, mais c'est très compliqué. Mais pareil, on s'adapte, on essaye de ne pas y penser non plus quand on est à l'extérieur, sinon on ne serait pas pleinement concentré dans l'émission. Auprès des populations locales, dans le soin ou la sécurité, sur les routes ou dans les airs, les femmes de l'opération Barkhane mettent leurs compétences au service de la paix. On reste une minorité. La première femme pilote de l'escadron, elle est arrivée il y a à peine 10 ans. Donc on n'est pas beaucoup. Bien, demain. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de filles de base, mais après, je pense que voilà, elles viennent, elles sont aussi motivées, elles font leur travail tout aussi correctement que les hommes. Franchement, il n'y a pas de différence à ce niveau. Je pense que ça a fait un peu changer les mentalités, de voir que oui, on est là pendant 3 semaines sur le terrain avec eux, qu'on s'adapte. Pour le coup, on a des contraintes que non pas. Ça fait comprendre à tous qu'on est autant capable que de résister à certaines difficultés, certaines contraintes opérationnelles. Et là, le feu d'artifice. Putain mince, j'étais sûr que le Malabar il était parti. J'ai peur de m'emborder. Je dois saluer mes parents sans qui je suis pas là. On va éviter de foutre ça dans le reportage. Si je te donne un cap de 367 millième sur une direction. Ah, j'ai vu que tu me filmais. C'est pour toi que j'ai fait ça.